M. Ben Gurion, président du Conseil des ministres, et le brigadier Jaskov Dori, commandant l'état-major. À cette occasion, M. Ben Gurion prononce quelques mots d'allocution, puis procède à la plantation de l'arbre commémoratif qui rappellera aux générations futures la gloire immortelle de tant de héros obscurs. Peu après va se tenir la première réunion de l'Assemblée constituante d'Israël. Voici l'arrivée de M. Ben Gurion. L'accompagnent les hauts représentants de l'armée, M. Moshe Chertok, ministre des Affaires étrangères, ainsi que de nombreux parlementaires et délégués représentant toutes les tendances politiques, toutes les races et toutes les confessions qui peuvent se rencontrer à l'intérieur de nos frontières. À leur tour, arrive le docteur Weizmann et sa femme. Le président provisoire de la République déclare la session de l'Assemblée ouverte et prononce le discours inaugural. Aussitôt après a lieu à main levée l'élection du speaker. M. Joseph Sprinzak est désigné à ce poste à l'unanimité. De son côté, M. Weizmann est confirmé dans ses fonctions de chef de l'État par une majorité écrasante de 83 voix contre 15. Dès le lendemain de son élection, le voici quittant avec son épouse sa résidence de Rehoboth pour se rendre à Jérusalem, où il doit prêter un serment solennel à la Constitution. L'arrivée à Jérusalem, où le chef de l'État est appelé à couper le ruban symbolique qui vient d'être tendu devant lui. Pour cette journée historique, tout le peuple de la ville sainte avait interrompu ses occupations quotidiennes pour rendre hommage au premier magistrat de la République, dont il serait superflu de souligner le rôle dans l'accession de notre pays au rang d'État souverain. L'arrivée du docteur Weizmann au siège du Parlement, où va se dérouler la cérémonie officielle d'investiture. Tout le monde est debout en cette minute pathétique. Et c'est bientôt la prestation de serment attendue. Cette séance solennelle du Parlement devait se dérouler dans une atmosphère d'émotion intense et d'enthousiasme. À l'issue de la cérémonie, le président reçoit les félicitations unanimes des assistants. Puis, il gagne la sortie, où l'attend la foule innombrable de tant d'autres amis anonymes. Honneur à celui qui sut exalter toutes les énergies et fortifier tous les courages pour faire d'une lutte millénaire une victoire enfin décisive. À dater de ce jour, la République d'Israël entre définitivement dans l'histoire. Épilogue du traité d'armistice signé entre l'État d'Israël et celui d'Égypte. Quelques 3000 soldats égyptiens quittent Fallujah avec armes et bagages, faisant place nette derrière eux selon l'invitation de l'ONU. Officiers égyptiens, américains et israéliens assistent à la montée du drapeau d'Israël sur Fallujah. L'équipement et le matériel de guerre des troupes égyptiennes devaient être conduits à un lieu désigné par l'ONU afin d'y demeurer sous son contrôle jusqu'à nouvel ordre. Aucun incident n'est d'ailleurs à signaler et c'est avec une discipline absolue que cette prescription fut observée. De leur côté, les ressortissants civils du roi Fouad passent la frontière en route vers leur pays d'origine. Dans le même temps, M. Etheridge, chef de la mission américaine de conciliation, arrive à Tel Aviv, où il va tenir une conférence de presse. Au cours de celle-ci, il fait connaître son intention de visiter toutes les capitales du monde arabe afin de hâter la paix définitive. Le médiateur et ses compagnons se rendent ensuite auprès de M. Moshe Chertok afin d'expliquer au ministre des Affaires étrangères d'Israël le but final de leur mission et les espoirs qu'ils fondent dans son succès. Nous voici maintenant devant l'Institut Weizmann,
où une délégation de 43 membres appartenant à une organisation israélienne des États-Unis viennent remettre au président de la République d'Israël un buste de George Washington, qui fut, on le sait, le premier président de la Grande République américaine. Puisse ce buste offert par M. Howard Weyer, maire de New York, accroître encore les liens d'amitié qui unissent nos deux démocraties. Signature à l'Hôtel des Roses du cessez-le-feu entre la Transjordanie et Israël. Après s'être entretenu avec les plénipotentiaires arabes, le docteur Bunch poursuit activement ses pourparlers en vue d'un traité de paix avec M. Shiloah, chef de la délégation israélienne. Simultanément, les conciliateurs de l'ONU traversent les lignes infestées de mines pour présider à des conversations secrètes concernant les frontières et les échanges de prisonniers avec les délégués du Liban, M. Rosen, chef de la délégation israélienne, et le général Riley. Au terme des accords intervenus, les populations civiles égyptiennes demeurées dans la poche de Fallujah continuent d'être évacuées. Après avoir été vaccinés contre de possibles épidémies, les ressortissants du roi Fouad prennent la route avec leurs bagages et même parfois leurs bêtes afin de regagner leur patrie. L'accord israélo-égyptien prévoit également l'évacuation des blessés dans les délais les plus brefs. Nous assistons ici à celle des blessés égyptiens par les services ambulanciers de la Croix-Rouge. Dans le même temps, les sujets d'Israël, civils ou prisonniers de guerre, restés dans les territoires attribués à l'Égypte, sont rendus à leur foyer. C'est aujourd'hui à Tel Aviv l'ouverture du Parlement, à qui le peuple d'Israël a confié le soin d'appliquer la constitution de la jeune République et d'édicter ses lois. À cette occasion, tous les mois où vont se dérouler les débats. Il s'agit de mettre les bouchées doubles, afin que l'État d'Israël justifie la position qu'il s'est acquise aux yeux du monde entier, grâce à l'héroïque sacrifice de ses enfants. Ici, l'arrivée de M. Ben Gourion, qui va prononcer un important discours. Quelques jours plus tard, le ministre des Affaires étrangères d'Israël, M. Moshe Charet, quitte son pays par la voie des airs pour se rendre en Amérique, où il doit participer au meeting d'urgence convoqué par le United Jewish Appeal. Madame Charet et ses deux filles étaient venues souhaiter bon voyage au ministre, qui devait débarquer peu après sur le nouveau continent. Aussitôt après son arrivée, M. Moshe Charet explique pourquoi il est venu demander l'admission d'Israël comme membre des Nations Unies et à quel titre se justifie cette prétention. Within these 10 months, the state of Israel was born and has become a vigorous reality. The main problem of our foreign policy, of which I happen to be in charge, is peace with our neighbors. Peace between Israel and the Arab world. En compagnie de sa femme et de quelques amis, M. Edward Jacobson visite Israël. Le voici quittant la résidence de M. McDonald, ambassadeur des États-Unis, pour se rendre chez le président Weizmann. Avec le chef de l'État israélien, notre hôte devait s'entretenir des grands problèmes du moment et réaffirmer le désir de ses compatriotes de poursuivre avec les nôtres les relations les plus fraternelles. À noter que M. Jacobson est un ami de la première heure du président Truman, qui fut son associé dans une entreprise commerciale et son compagnon d'armes pendant la guerre de 14-18. Signature du traité d'armistice israélo-libanais. Le No Man's Land, où va être paraphé le document par les délégués plénipotentiaires des deux nations, est encore infesté de mines. Aussi a-t-on alerté, pour prévenir tout risque d'accident, des équipes spécialisées qui s'emploient à repérer les terribles engins avant le passage des officiels. Ces derniers sont accompagnés par les délégués de l'ONU
au nombre desquels on reconnaît le général Riley. Interdiction a été donnée aux représentants de la presse d'aller plus avant, la signature du traité devant se dérouler sans témoins. Un document désormais historique. Précédé de notre Premier ministre, M. Ben Gourion, M. James MacDonald, ambassadeur des États-Unis, et le Dr Simon, chef du protocole, arrivent à Kiryat, où le diplomate américain va présenter ses lettres de créance au président de l'État d'Israël, le Dr Weizmann. Au cours de cette cérémonie à laquelle assistait M. Ben Gourion, les deux hommes d'État devaient souligner les relations de particulière amitié qui unissent les deux républiques. Puisse cette fraternité, à laquelle notre pays doit en partie son indépendance, s'affirmer à l'avenir pour le plus grand profit de l'humanité et de la paix universelle. Venant de Tel Aviv par la voie des airs, un groupe d'officiers israéliens, héros de la dernière guerre, arrive sur l'aérodrome de la Guardia. Ils se rendent aux États-Unis pour organiser la collecte décidée par nos amis d'Amérique pour venir en aide à nos compatriotes en détresse. Arrivés sur l'aérodrome de l'Ida du président et de Mme Weizmann, qui sont accueillis par le brigadier Issov Dori, chef de l'armée israélienne, le ministre Remes et le speaker au Parlement, M. Sprinzak, ainsi que par de nombreuses autres personnalités. Le Dr Weizmann se rend par la voie des airs aux États-Unis, où il doit notamment participer au débat de la 3e Assemblée générale de l'ONU. On peut compter sur lui pour soutenir la demande d'admission de notre pays au sein de l'Assemblée, qui tient actuellement ses assises à New York. Pâques juive. Les jeunes citoyens du nouvel État d'Israël entendent conserver pieusement les traditions de leur père. Plus heureux que ces derniers, ils peuvent du moins célébrer, en lui prêtant un double sens cette année, la fête de la résurrection. Grâce soit rendue au ciel pour ces premières Pâques célébrées sous le signe de l'indépendance et de la liberté. Première grande ville israélienne, conquise de haute lutte par la Haganah, Haïfa va célébrer aujourd'hui le premier anniversaire de sa libération. Et c'est l'occasion de plusieurs émouvantes cérémonies et manifestations, au lieu même où la guerre, l'horrible guerre, fit tant de rues, tant de deuil. Procession au flambeau des mouvements de jeunesse, au milieu des rues d'Haïfa. 1 an déjà depuis la tourmente. Le temps passe, mais le souvenir demeure. À quelque temps de là, les couleurs israéliennes sont hissées solennellement en présence de l'état-major de notre armée et d'importants détachements de troupes au garde à vous. Vive à jamais l'indépendance de notre République! C'est ensuite un imposant défilé militaire auquel prennent part, avec les représentants de l'armée israélienne, toute une autre armée, au moins aussi glorieuse et digne d'admiration, celle des résistants, des combattants sans uniforme, qui ne désespérèrent jamais de notre victoire. Haïfa libre fête sa liberté, comme le peuple d'Israël tout entier célèbre la sienne, et chacun de communier à cette occasion dans un même et indéfectible amour de la patrie retrouvée.